Et là, une fois qu'on a trouvé la taille de l'échantillon N, une fois qu'on est capable de trouver N, c'est facile, la taille de l'échantillon dans chaque tranche, tout ce que c'est, ça va être le poids pour la tranche fois la taille de l'échantillon. WJ fois N, ça serait la taille de l'échantillon dans la Nème tranche. Bon, en général, ce produit-là, c'est pas un entier. J'ai écrit WJ ici, là, mais je devrais garder ici la JM strat. Le produit ici, c'est pas un entier en général. Ça fait que ce qu'on doit faire, c'est trouver l'entier le plus près, si vous voulez, pour chacune des strates. Puis là, il va y avoir des unités supplémentaires qui n'ont pas nécessairement été allouées à une strate. Celles qui restent, on les répartit en utilisant notre gros bon sens, puis en s'assurant toujours, évidemment, que ces tildes vont être plus petits ou égal à C. C'est ça la vraie contrainte, là. On n'a pas plus d'argent que ce dont on dispose, et on peut se permettre de jouer un peu avec la répartition. Ça ne sera pas la fin du monde si on en prend une de plus ou une de moins dans une strate, où on envole une d'une strate puis on la donne à l'autre strate. On peut jouer avec ce genre de trucs-là. Mais en général, autant que possible, on essaie de préserver la répartition. Si ça se trouve que le coût par réponse dans chaque strate, il est constant. Si c'est toujours le même coût, ben là, on peut aussi simplifier certains des termes, puisque la racine de CI puis la racine de CK pour chacun des cas va toujours être pareille. Fait que ces termes-là ne seront vraiment pas là. Ils disparaissent. Et dans ce cas-là, l'allocation, ça serait tout simplement NI sigma I sur N1 sigma 1 plus N2 sigma 2 plus Nm sigma N. Où le N ici, c'est la taille de la population dans chacune des strates. Puis si se trouvait que la variance dans chaque strate était la même, ou relativement la même, ben là, on pourrait simplifier chacun des trucs ici aussi. Le sigma I, il serait égal à tous les autres sigma K, ça fait que ces termes-là disparaîtraient. Pardon, puis il me resterait seulement des tailles de population dans chacune des strates. Dans le premier cas, quand les coûts par réponse par strate est constant dans chaque strate, on appelle ça la répartition de Neyman, ou l'allocation de Neyman. Puis quand on a en plus la variance qui est proportionnelle, on appelle ça quand la variance de chaque strate, la variance de population de chaque strate est égale ou identique dans chaque strate, c'est la représentation, la répartition proportionnelle qu'on obtient. Alors, une fois qu'on a choisi la taille et la répartition de l'échantillon choisi, on peut se servir des méthodes qu'on a utilisées auparavant pour donner des intervalles de confiance pour la moyenne, pour le total, pour la proportion. Puis quand les variances sont inconnues, on se sert des approximations habituelles. Fait que le gros du travail maintenant, c'est de déterminer la taille de l'échantillon. Une fois que ça s'est fait, on détermine quel genre de répartition on utilise. Soit une répartition générale, si on a un coût par strate qui est différent, un coût de réponse par strate qui est différent pour toutes les strates, au moins pour une des strates, et puis si la variance de la population dans la strate, si les variances ne sont pas constantes, puis là, ben, si les coûts sont semblables, répartition de Neyman, si les coûts sont semblables et les variances sont semblables, répartition proportionnelle. Puis une fois qu'on a la taille de l'échantillon, puis la répartition, ben on a un échantillon, on a une méthode qu'on peut s'utiliser, puis on fait ce qu'on a fait au préalable pour trouver les estimateurs des paramètres qui nous intéressent, puis les intervalles de confiance correspondants. En pratique, on utilise parfois des schémas de répartition qui ne sont pas idéaux d'un point de vue technique. Ce qu'on a calculé ici, c'est la répartition optimale, ou la répartition générale optimale. C'est celle qui résout le problème de minimisation avec les multiplicateurs de Lagrange. C'est la réponse technique optimale. En pratique, des fois, on dit, écoute, je vais me prendre une fonction f quelconque qui va être monotone et je vais tout simplement utiliser comme schéma de répartition ceci.
F de NI, alors la population dans la ième tranche, divisé par F de la population dans la première tranche, plus plus F de la population dans la dernière tranche. Par exemple, dans le contexte canadien, on utilise souvent comme fonction F de X la racine carrée. Fait que ça serait la répartition selon la racine carrée. Si je regarde les juridictions canadiennes, si je prends la répartition proportionnelle, il faudrait que dans n'importe quel échantillon stratifié où les juridictions font office de strate, à peu près 38,26% des observations soient des observations ontariennes, 23,23% du Québec, 13,22% de la Colombie-Britannique et ainsi de suite. Puis là, on se rend compte que quand on arrive au territoire du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut, même l'île du Prince-Édouard, ce sont des très petits pourcentages. Fait que si on veut pouvoir donner des estimateurs ou des valeurs approximatives pour chacune des juridictions, il faudrait un échantillon de taille énorme pour en avoir assez dans les territoires et les petites provinces pour pouvoir dire quelque chose. Si on utilise la racine de X, à la place d'utiliser la répartition proportionnelle, ces chiffres-là changent un peu. En Ontario, on va seulement chercher 22,4% de nos unités dans l'échantillon. Le Québec, 17,4%. La Colombie-Britannique, c'est la même chose, 13,2%, grosso modo. Puis là, on voit que la répartition est effectivement plus grande pour les autres petites provinces, les petites juridictions. On pourrait prendre la racine cubique, la racine quatrième. On pourrait prendre n'importe quelle fonction f de x qui nous aiderait, par exemple, à faire des choses plus intéressantes. Ça fait que si on choisissait, par exemple, 1000, ou si on prélevait 1000 unités au pays, il y en aurait à peu près 225 en Ontario, puis on irait en chercher 12 chacun au Nunavut, au Yukon et au territoire du Nord-Ouest, ce qui nous donnerait une meilleure façon d'estimer la variance de strate, parce qu'on aurait plus d'unités là. Fait qu'on pénalise un petit peu les juridictions qui contiennent plus d'unités en partant, parce que, écoutez, on va en choisir quand même 22,4%, c'est beaucoup, même si on prend la racine carrée. Puis, en échange, on renfloue les proportions, les pourcentages pour les juridictions qui contiennent moins de gens. Ça nous permet quand même de faire une bonne estimation à l'échelle nationale, puis en même temps, ça nous permettrait de faire de l'estimation à l'échelle des plus petites juridictions. Mais cette répartition-là, la répartition de la racine carrée, c'est pas une répartition qui est techniquement optimale. En échantillonnage, en méthode des sondages, on fait souvent ces choix-là. On choisit des méthodes qui ne sont pas nécessairement optimales parce qu'il y a tellement de difficultés dans la pratique. Les taux de réponse, taux de non-réponse sont super élevés. On introduit des termes de correction en population finie. On fait des approximations, des suppositions qui ne sont pas là super souvent. Même notre intervalle de confiance, on utilise 2 à la place de 1,96. On en fait déjà un paquet. C'est peut-être pas si grave que ça d'en faire un petit peu plus ici. On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin d'être juste assez bon. Si on avait par exemple, notre exemple d'une population de taille 37 444, elle est séparée en 2 strates, on connaît leurs tailles respectives, 21 123, 16 321. On aimerait ça donner une estimation de la moyenne dans la population à l'aide d'un échantillon stratifié. Le budget de l'enquête vous permet de prélever, mettons, 132 unités de la population. Puis dans une étude préalable, vous avez vu que l'écart type dans la première strate, c'est à peu près 20. L'écart type dans la deuxième, c'est à peu près 15. On vous pose la question suivante. Si le coût de réponse dans la première strate est 4 fois plus élevé que celui dans la seconde strate, quelle est la répartition générale optimale? Celle où on utilise les sigma et les c. Puis si le coût de réponse par strate est constant, déterminer la répartition de Neyman puis la répartition proportionnelle. Dans le cas général, on nous dit que le coût de réponse dans la première strate, il est 4 fois plus élevé que celui de la seconde strate. Fait que C1, ce serait 4 fois C2. Pour pouvoir répondre à ça, j'ai besoin de connaître mes poids
Dans le cas général, ben, je dois connaître les quantités NI sigma I divisé par racine de CI. Qu'est-ce que ça me donne? J'ai N1 sigma 1 divisé par racine de C1. N1, c'était 21 123. Sigma 1, c'était 20. Puis C1, je vous rappelle que c'était 4 fois C2. Je fais mon produit ici. J'obtiens 211 230 divisé par C2. Je fais la même chose avec N2 sigma 2 divisé par racine de C2, la quantité que j'ai besoin de déterminer dans la deuxième strate. Je fais le calcul, 244 815 divisé par C2. Je ne sais pas c'est quoi C2, mais là, je peux comparer mes pommes et mes oranges. Dans les deux cas, je l'ai exprimé en fonction de C2. Si je fais la somme de N1 sigma 1 sur racine de C1 plus N2 sigma 2 sur racine de C2, qui va être le dénominateur ici, on se retrouve avec 211 230 sur racine de C2 plus 244 815 sur racine de C2. Vous les additionnez. 456 045 sur racine de C2. Maintenant, la pondération, la répartition. N1 vous dit que, on vous dit en partant que le budget vous permet d'en prendre 132, on va aller en chercher 132. On va aller en chercher autant qu'on est capable d'aller chercher. N1, ça serait 132 fois, et là, le numérateur qui correspond à la première tranche, 211 230 sur racine de C2, divisé par le dénominateur, qui est la somme des deux, 456 045 sur racine de C2. Les racines carrées s'annulent. Puis il me reste tout simplement 61,13. Puis dans le deuxième cas, je prends le numérateur qu'on obtient ici. Le dénominateur qu'on obtient ici. Les racines de C2 s'annulent encore une fois. 132 fois ça, ça me donne 70,87. Alors, la répartition générale optimale, ce serait 61 dans la première strate, puis bien 71. J'ai écrit 72, mais c'est 71 parce que le budget nous permet seulement 132 unités. Ah, mais c'est pas tout à fait exact, mais suffisant pour nos besoins. Ça, c'est dans le cas où on avait un coût par réponse par strate qui était différent d'une à l'autre. Si, au contraire, le coût par réponse dans chaque strate, il est constant. Si C1 est égal à C2, ben, je n'ai pas besoin de m'intéresser de ce qui se passe à C1 et à C2. Je suis en train de faire la répartition ou l'allocation de Neyman. J'ai seulement besoin de connaître la taille de la population dans chaque strate et l'écart type dans chaque strate. Je calcule N1 sigma 1 dans la première strate, je calcule N2 sigma 2 dans la deuxième strate, j'obtiens 21 123 fois 20 qui est 422 460, 16 321 fois 15 qui est 244 815, puis je fais la somme de ces chiffres-là, ça me donne 667 275, et là c'est ça ma pondération, le poids c'est tout simplement le numérateur dans la première tranche, divisé par la dénominateur qui est la somme, fois le nombre d'unités que je vais prélever. Ça me fait 83,57. Dans le deuxième cas, j'ai 244 815, qui est le numérateur qui provient de la deuxième tranche. Le même dénominateur qu'on avait ici. Et là, je multiplie par 132, j'ai 48 043. 48, pardon, et 43. Fait que la répartition de Neyman, ce serait 84 dans la première tranche, puis 48 dans la deuxième tranche. Vous voyez, on a les mêmes données, les mêmes variances, les mêmes tailles de population dans chaque strate, mais le coût joue un gros rôle ici. Parce que ça coûte plus cher d'aller chercher de l'information dans la première strate, dans l'exemple précédent, on va en chercher moins. Étant donné la variance de chacune des strates. Alors qu'ici, si ça coûte la même chose dans chacune des strates, ben, parce que la variance est plus élevée,
dans la première strate, puis parce que j'ai une population plus élevée dans la première strate, je vais aller en chercher plus dans la première strate. Puis finalement, si on faisait la répartition proportionnelle, bien pour la répartition proportionnelle, on prend pour acquis que sigma 1 est égal à sigma 2, même si c'est pas nécessairement le cas. 20 puis 15, c'est pas tout à fait la même chose, mais peut-être que, écoute, on l'a fait avec on a obtenu ce 20 puis 15-là avec un échantillon qui était très faible. On peut peut-être se permettre de croire que 20 puis 15, c'est relativement la même quantité. Et dans ce cas-là, on fait la répartition proportionnelle. La répartition proportionnelle, sa formule, c'est tout simplement la taille de la population dans chaque strate divisée par la somme totale, le nombre total d'unités dans la population. Et là, ben, je fais mon calcul, j'ai 21 123, 16 321. C'est le numérateur dans chacune de mes strates. Le dénominateur, c'est la somme des deux strates, 37 444. Et là, ben, je fais la répartition proportionnelle, multiplie 132 par mes proportions. Je me retrouve avec 74,46 puis 57,54. Si on dit que les variances sont relativement les mêmes, on va aller chercher un petit peu plus d'informations dans la deuxième strate. Ici, on en cherchait moins parce que la deuxième strate avait, en théorie, une variance plus faible. Fait qu'on avait moins besoin d'informations pour capturer tout ce qu'on avait à capturer, pour sortir avec un échantillon qui était potentiellement plus représentatif. Alors, vous voyez l'effet, la taille, l'effet que le coût de réponse puis l'effet de la variance peut avoir sur la répartition de l'échantillon.